on fait de la biodiversité, on parle aussi beaucoup climat évidemment, et ça a été une bonne manière d'embarquer les équipes et de travailler aussi sur la baisse des émissions carbone des usagers dans les quartiers par exemple. Donc aussi de se mettre à la place de nos clients. On l'a utilisé vraiment dans les deux sens, et le fait que ce soit un jeu low-tech et que ça change un petit peu, ça crée une proximité aussi avec les collaborateurs qui est intéressante. Je pense qu'on ne peut pas se passer quand même de la fresque du climat qui repose les enjeux de manière un peu macro, mais une fois qu'on a fini la fresque du climat, on se dit mais qu'est-ce que je peux faire dans mon métier, qu'est-ce que je peux faire à l'échelle individuelle, et ça c'est... Voilà, donc nous on allie les deux en fait. Voilà, un petit clin d'œil. Alors, vous avez parlé climat toute la journée, et moi j'ai envie de vous dire, biodiversité et climat, même urgence, même combat. On sait que c'est deux faces de la même pièce, qu'on ne peut pas gagner la bataille pour l'un sans gagner le combat pour l'autre. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que la biodiversité, la déplétion de la biodiversité, qu'est-ce que c'est la biodiversité ? C'est l'ensemble des êtres vivants ainsi que les écosystèmes dans lesquels ils vivent. Ça correspond aux espèces, mais aussi l'interaction entre ces espèces, et ça nous met dedans. Je voudrais juste le rappeler, la biodiversité, ce n'est pas l'ours polaire dont on parle et qui est beau sur la photo. C'est la biodiversité, c'est aussi ce qui vous permet de vous alimenter, de vous vêtir, de construire. On a beaucoup de dépendance à la biodiversité. Il y a 44 000, alors j'ai lu des chiffres avant de venir pour faire un peu sérieux, 44 000 milliards de valeurs à l'échelle mondiale reposent sur les services écosystémiques, c'est-à-dire les services produits par les écosystèmes, la nature telle qu'on la... Voilà, 44 000 milliards, 50% du PIB. C'est-à-dire quelque part que quand on l'abîme, en fait, c'est pas la nature. On a vraiment un problème aussi avec la manière dont on se situe par rapport à la nature et la biodiversité. Et je pense que la vision qu'on en a, le fait qu'on ne se trouve pas à l'intérieur de cette biodiversité, mais qu'on la distancie tellement de nous, fait aussi qu'on n'arrive pas à la traiter dans sa juste mesure. Donc, biodiversité et climat, même combat. Pourquoi ? Parce que d'un côté, la biodiversité est en train de s'effondrer. On est dans la 6e extinction de masse. La biodiversité, silencieuse, très discrète, pas défendue. Ça veut dire qu'à plus de degrés, en fait, vous avez une accélération telle des conditions que les espèces ne peuvent plus s'y adapter. Donc j'ai aussi lu des chiffres sur le chemin que j'ai retenus par cœur. 8% des vertébrés, 16% des végétaux, 18% des insectes, si je ne me trompe pas. On voit la surface qu'ils peuvent habiter sur Terre réduite de moitié. Voilà, donc c'est juste pour vous donner des grands chiffres et poser un petit peu l'enjeu. La biodiversité, elle est mise à mal du coup par le réchauffement climatique, mais pas que. C'est la 3e pression aujourd'hui, le réchauffement climatique sur la biodiversité. Dans 10 ans, ça risque d'être la première si on ne fait pas quelque chose. Donc c'était bien que vous vous réunissiez sur ce sujet aujourd'hui. Les autres pressions sur la biodiversité, il y en a une qui me concerne principalement, travaillant dans l'immobilier, c'est l'artificialisation, le changement d'usage des sols, des terres et des mers. Ça, c'est la première pression sur la biodiversité. C'est le fait qu'on change l'usage des sols. Alors que cette biodiversité, en fait... Alors attendez, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. De par mon métier, en fait, j'appartiens à un secteur qui mène à l'artificialisation, à l'imperméabilisation des sols. Aujourd'hui, alors il y a plusieurs chiffres qui se baladent. On ne sait jamais, voilà. On dit que c'est un département qui disparaîtrait en France en 10 ans. Bon, ce chiffre, il est un peu contesté, mais tout ça, ça veut simplement dire qu'on grignote de la terre, du sol vivant, qu'on l'imperméabilise et qu'en fait, le phénomène de réversibilité est compliqué ensuite. Et en fait, c'est vraiment une des premières causes de déplétion de la biodiversité, avec tout ce que ça en cause. Voilà. Et 68% de l'artificialisation des sols, c'est dû à l'habitat. Alors plutôt un habitat de ce type-là, qui s'étale, mais aussi évidemment le fait de construire. Moi, je suis dans le neuf, la rénovation de plus en plus, mais aussi dans le neuf. Donc, voilà. Donc, pourquoi c'est un enjeu pour Bouygues Immobilier aujourd'hui ? Pour cette raison-là, principalement. Vous savez, je ne sais pas si vous suivez les décrets sur le ZAN, le zéro artificialisation nette. Aujourd'hui, on commence à faire des quotas quelque part de droit à artificialiser. Les collectivités débattent beaucoup autour de cette nouvelle réglementation, puisque quelque part, c'est corrélé aussi à un développement parfois économique, démographique. Et donc, bon, voilà, il y a des débats aussi sur la manière dont elle va être dispensée en France et sur les équilibres qui peuvent se faire entre différentes collectivités. En tout cas, on a pris le sujet à bras-le-corps et aujourd'hui, c'est une réglementation qui va réellement contraindre aussi le développement de projets immobiliers. Voilà. Et puis ça, je remonte dans les slides, mais l'immobilier aussi dépend de la biodiversité. Alors ça, dans la stratégie que je vais vous montrer et qu'on fait, aujourd'hui, on ne l'explore pas. C'est-à-dire que vous avez parlé carbone toute la journée. Aujourd'hui, chez Bouygues Immobilier, les FDES, les fiches de données environnementales,
on les a, elles sont très complètes sur le carbone. Aujourd'hui, ma traçabilité matière sur la biodiversité, elle est quasi nulle. Elle est très compliquée à avoir. En plus, elle rentre parfois en contradiction avec le carbone. Donc autant vous dire qu'on n'a pour l'instant pas mis le doigt dedans. On appelle ça la biodiversité grise. Si je résume un peu, c'est plus que ça la biodiversité grise. Mais la CSRD va nous obliger quand même à aller regarder ça. Et nous montrer qu'on est dépendant de la biodiversité aussi de par les ressources le bois en premier lieu, qui nous permet de faire du bas carbone pour faire le lien avec votre sujet. Voilà, c'est dommage parce que cette biodiversité, donc je vous ai expliqué qu'on en dépendait, nous, survie de l'espèce humaine, et puis elle délivre aussi beaucoup de bénéfices écosystémiques. En ville, on le voit, rafraîchissement, santé, bien-être, par exemple, alimentation, alors pas sur la biodiversité qui est en ville, mais celle qui est à l'extérieur. Donc, en fait, ça a vraiment de la valeur pour nous. Je vous en ai parlé, zéro artificialisation nette. Et il y a quand même une petite pression qui commence sur le sujet. On a eu le plan national biodiversité qui a été délivré là par le gouvernement. On a des consultations qui sont en cours pour notre secteur aussi. Donc c'est quand même un enjeu qui commence à monter. Le problème de ce sujet-là, moi le premier que je vois, c'est qu'on n'a pas de convention de calcul. Vous avez un bilan carbone, je dis vous et nous, mais bon, on fait aussi du bas carbone, mais voilà, sur le bas carbone, il y a le bilan carbone qui permet à tous de se comparer, qui permet aux entreprises de se benchmarker, qui permettent d'avancer et de mettre des plans d'action. Comment on fait sur la biodiversité quand on veut se saisir de ce sujet? C'est compliqué. C'est difficilement mesurable à la fois en termes d'impact et de bénéfices. Donc il y a des groupes qui se sont montés dans mon secteur. Par exemple, il y a un groupe qui s'appelle BIG, Go Big for Biodiversity, Biodiversity Impulsion Group. C'est vraiment tous les acteurs de la chaîne, du constructeur au financeur, etc., qui essayent de travailler sur ces indicateurs de biodiversité qui pourraient nous aider à avancer sur nos projets. Je vais vous montrer chez Bouygues Immobilier, on en a développé un qui nous paraissait être le plus matériel pour notre métier. On en a fait un indicateur extra-financier. Et aujourd'hui, on pousse pour que cet indicateur extra-financier qu'on s'est appliqué à nous-mêmes contraigne nos concurrents, si je fais court, demain. Je n'ai pas surveillé le temps, alors je suis très embêtée. Je crois que ça fait 5 minutes, 10 minutes que je parle. Alors, je voulais vous montrer aujourd'hui comment on agit concrètement à l'échelle de Bouygues Immobilier, parce que je crois que vous êtes orienté solution, et je voulais vous montrer quelques actions qu'on a mises en place par rapport à ce sujet-là. Voilà, c'est un secteur spécifique, mais voilà, ça peut peut-être résonner pour vous. Bon, déjà, vous voyez bien qu'il y a un changement de regard. Vous avez vu les cases qui sont retournées et on les a plantées. C'est aussi pour dire, c'est un petit pied de nez. Je suis dans un métier où il y a beaucoup d'ingénieurs du bâti. Le bâti, c'est une culture particulière. On livre des ouvrages finis. C'est une science exacte, à peu près. Et moi, je viens parler à des gens qui livrent des bâtiments finis et qui ont une science exacte. J'essaie de les convaincre qu'il faut s'intéresser au vivant. C'est plus compliqué à maîtriser en termes de science, plus complexe. Et puis qu'il faut livrer du potentiel. Du potentiel, parce que quand vous livrez un projet avec de la biodiversité dessus, en fait, ce n'est qu'un potentiel. Et ça, c'est très compliqué pour le promoteur immobilier qui, finalement, dans son ADN, quand il ne reste pas dans la phase après, dans l'exploitation, rend les clés et s'en va. Comment je fais pour avoir une promesse qui tient dans le temps? Voilà, vous verrez, c'est un des enjeux qu'on a dans notre métier. Alors, 3 actions. Alors, avant de vous présenter les 3 actions qu'on a développées systématiquement, donc moi, je suis présidente du CIBI, Conseil international biodiversité et immobilier. C'est un peu pompeux comme nom. On n'est pas tellement à l'international, on est plutôt en France aujourd'hui. Mais alors, c'est magnifique cette association. Moi, j'ai appris beaucoup de choses grâce à elle. Pourquoi ? Parce qu'elle réunit à la fois toute la filière du paysage, des écologues, des pédologues, donc tous ceux qui connaissent, qui sont des praticiens du vivant, et le secteur du bâtiment. Et donc, d'avoir un endroit où ces deux mondes se parlent et commencent à travailler ensemble, c'est extrêmement précieux, je trouve, pour notre secteur. Et puis, elle a adossé tout ce lieu d'échange à des outils pour l'action, je dirais, qui sont des labels. Un label en particulier qui s'appelle le label Biodiversity. Il parle de lui-même. Il a eu 10 ans cette année. Et donc, c'est un label qui s'applique à l'échelle de l'île au bâti, mais aussi au niveau du quartier. On lance le label au niveau du quartier la semaine prochaine, au CIMI, qui est un salon sur l'immobilier. Et puis aussi sur l'exploitation des bâtiments. Donc ça, si vous êtes dans des grands sièges d'entreprise, par exemple, je vous donne un exemple, j'étais au campus du Crédit Agricole pour les 10 ans du CIBI, campus du Crédit Agricole, qui est labellisé Biodiversity Life. Ça veut dire que quelque part, dans l'exploitation de ce campus, la manière dont il est très vert, mais en plus dans la manière dont il est géré, il est guidé par ce référentiel qui est en fait une méthodologie. Voilà, donc chez Bouygues Immobilier, la première chose qu'on a faite, moi je suis arrivée en 2017, depuis 2014, on labellisait des projets et c'était très bien parce que finalement c'était une manière de s'approprier le sujet,
commencer à voir les meilleures pratiques du secteur, mettre des écologues dans nos équipes. Un écologue, c'est quelqu'un qui a vraiment une vision de la nature et donc il n'y avait pas ça dans les équipes dans l'immobilier. Donc, voilà. Et donc, ça nous a mis sur le chemin. Par contre, vous voyez, depuis 2014, combien j'ai de projets labellisés ? 39. Bon, j'ai livré plus de 39 projets depuis 2014. Donc, ça reste des projets démonstrateurs, des projets qui vraiment ont voulu prendre ce sujet à bras-le-corps. Moi, tout mon enjeu, c'était de systématiser l'approche sur la biodiversité à toutes les opérations. La petite opération de 40 logements jusqu'au quartier de 130 000 m². Comment je fais pour que mon ingénieur, mon équipe projet, qui pense bâti, qui pense ouvrage fini, intègre dans son logiciel, par petites touches, sur les outils qu'il utilise au quotidien, quelque chose qui prenne en compte ce sujet-là. Alors, on a pas mal réfléchi, on a travaillé pour être entreprise engagée pour la nature. Ça nous a obligés à aller regarder toute notre chaîne de valeur, toute notre chaîne du projet, regarder où étaient les leviers et finalement acter sur 3 actions forces qu'on a décidé de mettre partout. Et ça a été un gros combat aussi de les mettre dans les process, dans les moments principaux de décision de l'entreprise, de dire on n'accepte pas un projet s'il n'a pas fait ça. Alors les 3 actions, c'est les suivantes. La première, c'est de faire un diagnostic écologique de son site, tout simplement. Tout simplement. Le foncier, c'est notre matière première. Aujourd'hui, on parle beaucoup des sols vivants et de l'importance de conserver certaines propriétés des sols. Avant d'intervenir sur un projet, aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle un diag flash, un diagnostic écologique flash. Et donc, on va regarder les propriétés du site, même s'il est en ville, parce qu'il y a des contre-vérités sur la biodiversité, même s'il est en ville. Et ça va nous permettre de voir non seulement, quelque part, ce qu'on doit conserver de ce site, ce à quoi il faut faire particulièrement attention, et ce qu'on pourra raconter aussi dans le projet final. Vous allez voir qu'il y a des sites, par exemple, je sais pas, à Paris, on parle des quartiers moineaux, il faut conserver les moineaux. À Toulon, on parle du martinet. Peut-être que dans mon projet immobilier, si je suis sur le passage de tel ou tel oiseau, je vais essayer de le conserver, par exemple, dans mon site. Bon, c'est un exemple. Deuxième sujet, alors là, je m'adresse vraiment à l'outil qu'utilisent tous mes concepteurs, le plan. Comment on fait sur le plan d'un projet, sur le plan masse, pour maximiser, c'est-à-dire avoir le plus de surface possible, perméable et végétal, au sol, au mur et en toiture. Donc pour faire ça s'appelle, en fait, c'est un mot affreux, coefficient de biotope par surface. En fait, c'est le coefficient de terre ramené à votre surface. Donc pour faire ça, on a décidé de mesurer le CBS, le coefficient de biotope par surface, sur tous les projets, avant et après. Comment il est mon terrain avant et comment il finit après. Qu'est-ce que j'ai sacrifié comme pleine terre ? Qu'est-ce que j'ai rajouté comme terre au sol, au mur, en façade, etc. Je suis capable de le calculer. Donc on a développé cette calculette. Ce qui était fort, c'est que c'est pas un calcul qui est inconnu des collectivités. Ce calcul-là, il a été développé par l'ADEME en 2015, je crois, et il a été repris par des collectivités à Nantes, à Lyon. Sauf que, contrairement au bilan carbone, je reviens sur mon truc de bilan carbone, ils n'utilisent pas les mêmes coefficients. Donc en fait, on ne calcule pas pareil à Nantes, à Lyon, etc. Donc on travaille avec le CSTB pour que demain soit imposée une approche unifiée en France. Ce n'est pas encore le cas, c'est dans le cadre de travaux à 2030. Mais nous, on se l'est imposé chez nous. Et donc, c'est devenu, alors c'est affreux, ça fait mal aux yeux, c'est un indicateur extra-financier. On suit chaque projet qui a déposé, qui a conçu. On consolide à l'échelle des agences, on consolide à l'échelle des régions, on est capable de donner les résultats. Et voilà. Et donc ça devient un indicateur extra-financier sur lequel sont intéressées les équipes. Je suis super déçue. Ça ne va pas être valorisable dans la taxinomie européenne. Dans la taxinomie européenne, vous déposez un permis de construire, ça suffit. Dommage. Mais bon, on a fait cet effort, nous, de faire ça, et on pense que ça a une vraie valeur. Et alors, surprise, c'est qu'on arrive à calculer du coup que je crois que cette année, c'est sur 30% des surfaces de nos projets, on est plus vert après qu'avant. Ça paraît étonnant. Est-ce qu'un promoteur immobilier est capable de renaturer ? En fait, oui, s'il s'adresse, bien sûr, s'il va sur un foncier, s'il part sur une friche qui est déjà imperméabilisée et qui rajoute du verre, oui, il fait mieux après qu'avant. Et donc, vous comprenez que c'est la combinaison du foncier initial et de ce qu'on va faire sur le projet. Et donc, on pousse les équipes à être en biodiversité positive. Ce projet est en biodiversité positive. Il va émerger à Malakoff bientôt. C'est un projet de bureau. En plus, c'est une réhabilitation très lourde. Donc, ce n'est pas de la rénovation. Mais on a réussi à prendre le site initial. Il y avait de la pleine terre. On l'a sacrifié en partie. Mais par contre, on l'a compensé par ailleurs. Voilà. Et donc, les équipes, aujourd'hui, elles ont fait ce jeu. Elles ont été retoquées tant qu'elles n'avaient pas fait de la biodiversité positive. Et donc, c'est un projet de bureau qui s'appelle California.
Et vous voyez que l'empreinte au sol, elle évolue, mais par contre, bon voilà, je vous donne des perspectives juste pour voir l'état du projet, mais on est capable de calculer en mètres carrés et en surface qu'on a pu apporter sur ce projet-là. Je vous donne un autre... Alors, sur le bâti, ça comptera aussi. À la verticale, je disais que la végétalisation du bâti, ça permettait aussi une déperdition de la chaleur émise par le même bâti. Jusqu'à 70%, ce que j'ai lu. Bon, à vérifier le chiffre, mais ça a un bénéfice sur le rafraîchissement. Ça compte aussi dans mon calcul. Les surfaces extérieures, voilà, il y a des choses à faire différemment aujourd'hui. Cette approche, on l'a aussi eue à l'échelle de quartier. Je voulais juste vous donner un exemple. C'est toujours mieux d'avoir des exemples. Nanterre Cœur Université, je ne sais pas si vous connaissez, c'est extrêmement dense comme quartier. Nanterre, c'est vraiment la densité même. On est parti sur un quartier, Nanterre Cœur Université, c'était vraiment un quartier balafré un peu par des lignes de RER, par des autoroutes, etc. Donc c'était un quartier entre plusieurs quartiers qu'on a réhabilité avec notre filière d'aménagement. Et on a eu toute cette démarche aussi d'essayer de faire mieux après qu'avant en termes de végétation. Alors, c'est 2500 mètres carrés de terrasses végétalisées qui couvrent le RER, qui sont au pied des immeubles et qui sont devenus, vous voyez, ça c'est le plan initial, et qui sont devenus ça. Voilà. Donc ça, c'est en hauteur, mais vous avez quand même des immeubles qui donnent dessus. Et là, il y a toute une ingénierie de projet qui fait qu'on prend des associations, parce que ça appartient à une copropriété d'immeubles. Donc voilà, donc les gens, quand ils achetaient leur appart, ils avaient accès aussi à ça. Donc il y a toute une ingénierie de projet avec des associations qui viennent, qui font prendre la mayonnaise, je puis dire, entre les habitants de l'immeuble pour commencer à gérer ces jardins qui sont des jardins partagés, en partie paysagers, en partie partagés. Voilà une des valeurs qu'on peut essayer d'apporter sur un projet immobilier pour amener de la biodiversité en ville. Voilà, c'est très intéressant parce que ce quartier, il est labellisé à plein de titres, il y a plein d'innovations sur ce quartier, je ne vais pas les détailler là. Aussi en termes de climat, aussi, voilà. Mais il a surtout été labellisé là, Green Infrastructure, pardon pour l'accent, Network. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'on commence à dire que le quartier, ce qu'on a fait, c'est de l'infrastructure verte. Donc le maillage des espaces verts est une infrastructure. Elle rend des services. Il y a un changement aujourd'hui de paradigme dans l'approche de la biodiversité en ville qui est très intéressant. C'est plus seulement conserver les oiseaux, la biodiversité, mais c'est aussi être capable de solutions fondées sur la nature qui vont être capables de créer du rafraîchissement. Et donc, ça peut presque être considéré comme une infrastructure. Je m'avance un peu, on n'en est pas encore là, mais c'est le mouvement. Voilà. Alors, et ça c'est un peu ma fierté. Le dernier petit point, donc je vous ai cité 2 actions qu'on a mis en place partout. Donc, c'était le diagnostic écologique sur mon site initial. Je calcule mes surfaces et je libère de la surface pour la biodiversité. Mais après, qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que je plante un green de golf planté de 2 arbres ? Ça n'a rien apporté à la ville, quoi, ni en termes de bien-être, ni en termes de biodiversité, ni en termes de rafraîchissement. Si vous voulez apporter quelque chose, il y a quand même une qualité des espaces qui est importante. Alors, on a fait un travail qui m'a beaucoup amusé, moi, surtout que j'étais assez novice sur le sujet pendant quasiment 2 ans. On a travaillé avec des paysagistes concepteurs à un cahier des charges extrêmement précis sur nos espaces verts. Donc, quand on livrait un jardin, et on l'a marketé. Moi, c'était très important pour moi qu'on markete l'approche aussi. Donc, on a appelé ça le jardin signature Bouygues Immobilier. Et on a travaillé pendant 1 an à un cahier des charges sur les jardins, qui soit un cahier des charges nature, avec un jardin plutôt sauvage, donc ça change l'esthétique des jardins, et avec des déclinaisons comestibles, rafraîchissantes, sensorielles. Et donc, voilà, le jardin idéal, il ressemble un petit peu à ça. Ça, c'est un projet qu'on a livré, je ne devrais pas le dire, mais un peu avant le cahier des charges. Mais on a travaillé avec les mêmes paysagistes concepteurs sur ce cahier des charges. Et donc, vous voyez, c'est un jardin à la fois libre et maîtrisé. Il y a très peu de clôture. Et voilà, c'est une espèce d'aspect de la nature qui va bénéficier à la fois aux habitants et puis probablement au rafraîchissement de la ville. Et voilà, il a reçu en plus des victoires du paysage, donc on était très fiers. Et ce jardin-là, et donc d'où les casques, ces casques qui viennent pas de nulle part, on l'a présenté dans un salon qui s'appelle Jardin aux Tuileries, qui a lieu chaque année. Je ne sais pas si vous y êtes déjà allé. Donc ce salon, c'est les aficionados du paysage, des jardiniers, des paysagistes, etc. Et puis tout d'un coup, on voit Bouygues. Qu'est-ce que Bouygues fait là ? Et ben, Bouygues a un rôle à jouer. Et moi, ça, c'est vraiment quelque chose dont j'ai la conviction. C'est qu'aujourd'hui, le rendre la ville plus verte va aussi partir du bâti. On est un acteur, on a des leviers pour ça, aussi, ne serait-ce que sur les abords de nos projets, sur le projet lui-même, mais sur les abords du projet, et on a des choses à apporter. Voilà. Très rapidement, on a évidemment été challengé sur l'après, comme je vous le disais. Le problème, c'est que nous, on rend les clés. Donc, comment on conditionne l'après, puisqu'on livre un potentiel ? Donc, on a travaillé sur des cahiers de gestion
des jardins pour les transmettre au syndic. Et puis, on a travaillé sur un indice. Donc ça, c'est les cahiers d'entretien, etc. Donc on va même dans les AG, on l'a fait sur certaines opérations, d'aller dans les AG et de dire aux usagers, on vous a livré un jardin signature, c'est un jardin libre et maîtrisé, c'est particulier, il va vous coûter moins cher à l'entretien, ça tombe bien, parce qu'on laisse les choses plutôt libres. Voilà comment il faut l'entretenir. Donc on va assez loin dans la démarche. Et puis on a créé aussi un indice de notation de nos jardins. Et on essaye de faire, je vais assez rapidement, et on essaye de faire du REX sur des jardins qu'on livre. Pour essayer de voir finalement s'ils sont propices aux usages, à la biodiversité, au rafraîchissement, etc. Et les jardins qu'on a présentés dans ce salon Jardin-Jardin, on les a même déplacés sur des friches aujourd'hui qui sont en urbanisme transitoire, donc qui ne sont pas encore construites, et on observe comment se comporte le jardin. J'ai une friche de 4 hectares qui est totalement nue, je mets un jardin de 100 mètres carrés, c'est que 100 mètres carrés. Est-ce que ça rapporte de la biodiversité? Est-ce que ça rafraîchit un peu autour? Combien ça consomme d'eau? Tout ça, on mesure en ce moment et on essaie de tirer des conclusions. Vous y attendez pas, non? De la part d'un promoteur immobilier. Bon. Voilà. Donc, évidemment, on a essayé aussi d'opérer un changement de culture. Je ne sais pas si vous avez parlé de ça aujourd'hui, un peu de comment on embarque. Donc, on a formé tout le monde à la biodiversité chez nous. Pour moi, c'était très important aussi que, finalement, du début à la fin de la vie d'un projet, il y ait cet aspect, cette approche de la biodiversité. Donc, on a même travaillé sur nos stores, enfin, nos magasins. On n'en a pas beaucoup chez Bouygues Immobilier, mais on a travaillé aussi à les verdir. On a travaillé sur les discours de vente. On a travaillé à former aux enjeux à la fois et à valoriser vraiment le positionnement par rapport à ça. Voilà, donc c'était bien de faire ce salon parce qu'il y avait aussi beaucoup d'internes qui venaient. Et puis ça, c'est le guide qu'on a fait qui est épais comme ça et qui est vraiment un guide de prescription. Voilà, le dernier jardin qu'on a... Est-ce que j'ai encore 5 minutes ou pas? Oui, c'est bon. Le dernier jardin qu'on a présenté, c'était une déclinaison rafraîchissante du jardin. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on appelait hier biodiversité, il faut vraiment aussi le réorienter vers tout ce qui est fonctionnel. Je pense vraiment que renaturer les villes, c'est peut-être pas forcément le bon terme, mais développer des solutions fondées sur la nature, c'est une des solutions à ça. Vous avez entendu parler de ce rapport ou pas? Voilà, donc Paris 50 degrés, il y avait beaucoup de solutions fondées sur la nature qui étaient développées. J'ai eu l'occasion de témoigner avec Alexandre Florentin de ces solutions-là en particulier. Et aujourd'hui, en fait, moi, je trouve que l'enjeu aujourd'hui, c'est de savoir comment on embarque, comment on crée en fait le mouvement qui fait que ces solutions se développent, qu'elles sont valorisables sur les opérations, quels acteurs, quel chemin pour leur faciliter finalement le développement de telles solutions. Voilà, je voulais vous demander de quelle ville vous aviez envie. Voilà, je vous laisse pour terminer quelques opérations qui ont essayé d'intégrer de la nature. Bosco Verticale, ça c'est à Milan. Ça a obtenu un prix du gratte-ciel le plus beau et le plus innovant en 2015. Je crois qu'il y a 131 logements là-dedans. C'est une approche. Ça, c'est une autre approche que je trouve plus contestable, moi, personnellement, de Vincent Calbeau. C'est en Asie. Il a le mérite d'avoir fait ses perspectives. Vincent Calbeau, ça, c'est Paris, la prospective de Paris qui se verdit. Mais bon, voilà, il a essayé aussi de créer des immeubles qui intégraient la nature. Alors après, on peut critiquer aussi le fait que finalement, ça alourdisse les structures et peut-être que ça émet du carbone. Donc, comment trouver la juste mesure, c'est une question auquel il faut qu'on réponde. Ça, c'est une autre opération. Alors ça, c'est les grottes de Lascaux, 4. Qui a déjà été aux grottes de Lascaux 4? Je vous recommande d'y aller. C'est incroyable. Ça se fond totalement dans le paysage. Le bâtiment, on ne le voit pas quasiment. Et donc ça, je pense que c'est aussi un challenge. Comment on s'inscrit dans son contexte. Aujourd'hui, dans l'immobilier, on est dans le même mouvement que dans les autres industries. On est en train de standardiser les approches, surtout pour embarquer le bas carbone. Mettre des pompes à chaleur partout, construire en bois. Pour passer à l'échelle, finalement, à signer des contrats cadres, on est en train de standardiser les approches. Mais comment on fait pour, tout en standardisant, s'inscrire dans le contexte? Ça, c'est une autre opération à Bordeaux. Alors là, vous voyez vraiment l'idée du potentiel. C'est toujours le même architecte que les grottes de Lascaux, Duncan Lewis. Donc vous voyez, le bâtiment est en retrait, vous avez une structure métallique qui laisse pousser la verdure. Donc quand il le livre, la structure est totalement vierge. Et puis petit à petit, tout en laissant passer la lumière, il y a ça. Voilà, ça c'est un projet qui n'a pas eu... C'est juste pour vous montrer que ça peut être pensé plus largement à l'échelle du quartier. Bon, c'est une perspective, le projet il n'est pas sorti de terre là, mais il pensait les choses en termes d'écosystème. Il pensait la ville en termes d'écosystème. Ça devait être, je crois que ça devait être à Paris au départ. Enfin, dans le Nord. Ouais, je sais. Celui-là, je suis surprise parce que non, c'est pas ça.
J'avais préparé un petit speech sur Jean Nouvel, c'est pas la bonne perse. Donc je ne sais pas. Et ça, c'est à Mexico. Je trouve que c'est intéressant. On meurt plus à Mexico de mauvaise qualité de l'air que d'insécurité. Et donc il y a eu tout un projet pour verdir les pylônes. Voilà, c'est des approches qu'on a. Bon, ça, la highlight. Donc c'est simplement pour montrer qu'il y a des réflexions. Ça, c'est intéressant aussi. Vous savez où c'est ça? Comment? Ouais. Beaugrenelle. Sur les toits de Beaugrenelle. Donc, il y a un farmer, on s'abonne. Si vous avez de la chance et que vous n'êtes pas sur la liste d'attente, vous pouvez aller cueillir votre salade et au milieu des tours le week-end, vous pouvez aller cueillir votre salade et vos tomates avec vos enfants parce que vous êtes avertis par texto que c'est prêt. C'est des nouveaux usages dans les villes. Voilà, ça ne va pas tout résoudre, mais voilà. En tout cas, là, on parle de connexion au vivant aussi, à la nature. C'est une manière de connecter. Voilà, c'est peut-être plus sociétal presque qu'environnemental. Et ça, alors, alors, ces exemples-là, je les tire de ce film. Vous l'avez vu, ce film? Non, vous ne l'avez pas vu? Bon, je finirai peut-être là-dessus. Ces deux personnes, là, Manon. Alors lui, je me souviens plus de son prénom. Elle, je me souviens bien. C'est un... Comment? Ah voilà, François Marquez. Ouais, voilà, exactement. Manon et François. Manon et François, ils font du marketing. Ils sont à Londres. Et là, pouf, le Covid. Ils sont enfermés chez eux. Ils se disent, mais quelle vie de... Et ils se disent, mais qu'est-ce qui va nous arriver? Donc là, ils sont anxieux, quoi. Ils ont vraiment de l'éco-anxiété, donc ils commencent à regarder tout ce qui se passe pas dans les villes, etc. Et puis ils se disent, mais qu'est-ce qu'on va trouver comme solution pour résoudre ça? Et alors qu'ils n'ont rien à voir avec le végétal, la biodiversité et tout ce que vous voulez, ils regardent sur Internet et ils commencent à se rendre compte que dans le monde entier, il y a des solutions qui sont liées au végétal pour assainir les villes, comme on l'a vu à Mexico, pour verdir les toitures à Washington. Enfin, ils citent aussi à Zurich le semeur là, qui a semé tout Zurich pendant toute sa vie. Donc c'est hyper intéressant. Et donc ils ont fait le tour de ces solutions. Donc vous vouliez être tourné solution, c'est très solution. C'est un film très intéressant qui montre en fait qu'il y a des choses un peu aux quatre coins du monde. Mais voilà, aujourd'hui, comment on passe à l'échelle? Je pense que c'est vraiment cette question-là. Et donc cette dame, là, elle a un balcon de 4 mètres carrés à Paris. Donc c'est tout petit la surface, mais il est hyper productif. Je crois qu'elle a même écrit un livre. Et donc si vous regardez le film, vous en saurez plus. Voilà, je voulais terminer là-dessus. Je vous remercie de votre attention. C'était une petite ouverture là-dessus. Je pense que on ne peut pas traiter ces deux sujets de manière différente. Moi, ce qui me gêne avec le bas carbone et ces approches-là, c'est que parfois, on oublie un peu le vivant. On oublie un peu l'humain qui vit dans le bâtiment, par exemple, et dans la ville. Et puis, voilà. Donc, comment reconnecter ces deux sujets? Je trouve que ce sujet, moi, je l'ai découvert quasiment en prenant mon poste il y a 6 ans. Et ben, je trouve qu'il est très enthousiasmant. Il parle aussi voilà, aux émotions, à l'esthétique. Et c'est un sujet d'avenir. Merci beaucoup.